Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. On va aborder un sujet absolument passionnant, parfois polémique aujourd'hui, la semaine de 4 jours. Et pour ça, on a le grand spécialiste du sujet, Francis Boyer, avec nous. Bonjour Francis. Bonjour Laurent, merci de me donner l'occasion d'échanger sur le sujet d'actualité, a priori. D'actualité, absolument, on va le voir avec les propositions de Gabriel Attal. Avant de commencer, merci à tous de votre fidélité. Vous êtes incroyables. La semaine dernière, vous étiez 560 inscrits pour parler de ChatGPT et doit-on déployer ChatGPT Plus à toute l'entreprise avec Mathieu Cortési qui nous a détaillé les différentes options disponibles pour ChatGPT pour les équipes ou pour les entreprises, pour le déploiement, quels sont les bénéfices de passer aux options entreprises et comment est-ce qu'on pouvait capitaliser sur les avancées extrêmement rapides de ChatGPT avec les différents niveaux d'expertise. Il y a des trucs et astuces aussi très concrets pour mieux utiliser au quotidien ChatGPT. N'hésitez pas à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée sur les masterclass d'excellence commerciale. Voilà, les masterclass sont rendues possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une application mobile des managers. Incentive facilite le travail des managers pour onboarder les nouveaux, pour animer la performance et pour aligner les rituels managériaux sur les meilleures pratiques. Donc, n'hésitez pas à contacter nos équipes si vous êtes intéressés. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays pour des comptes comme Société Générale, Procter & Gamble, Air Liquide ou Orange. Voilà, la page de publicité est terminée et on attaque avec notre sujet. Est-ce que Jules, tu peux nous faire le portrait de notre invité du jour, Francis Boyer? Oui, Francis Boyer, vous êtes expert des ressources humaines, diplômé de l'école des ressources humaines du groupe IGS et de Sciences Po en sociologie des organisations. Vous complétez ce parcours par des formations en coaching et en programmation neurolinguistique chez les leaders de la formation au métier de l'accompagnement. Vous avez exercé diverses missions de management des ressources humaines en entreprise pendant 20 ans dans de nombreux secteurs. Vous avez commencé en finance à la Banque Transatlantique. Vous avez travaillé dans l'univers de la culture comme responsable des ressources humaines à l'Opéra national de Paris. Et vous avez été ensuite directeur des ressources humaines de l'UNEDIC à partir de 2002. En 2010, vous fondez votre société de conseil en innovation managériale. Vous êtes aujourd'hui un conférencier reconnu, un coach d'organisation et vous accompagnez de nombreuses entreprises dans leurs projets de transformation managériale. Votre chaîne YouTube ainsi que votre podcast éclairent sur le management de demain et vos 3 livres, Le plaisir au travail en 2018, L'innovation managériale en 2020 et plus récemment en 2023, La semaine de 4 jours, ça marche, permettent de mieux appréhender les différents changements managériaux. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace questions et commentaires sur le live LinkedIn. Et Francis y répondra en fin d'entretien. Merci. Bravo. Alors Francis, bienvenue, bravo pour ce parcours finalement très, très varié avec à la fois des institutions publiques, des institutions privées, puis tu as travaillé avec beaucoup de clients différents en tant que consultant et coach d'organisation. Alors je voudrais commencer peut-être cet entretien par un court rappel historique. Euh, on n'a pas en tête finalement que le temps de travail a beaucoup évolué. Dans les années 1830, on était entre 15 et 17 heures de travail par jour. En 1848, c'est passé à 12 heures. En 1889, le Congrès ouvrier socialiste a pour la première fois affirmé une revendication autour des 8 heures par jour. On en était encore loin, a instauré la fameuse journée du travail du 1er mai. En 1906, la loi Millerand, c'est 10 heures de travail par jour et le dimanche du repos. En 19, c'est Georges Clémenceau qui fait passer le travail à 8 heures par jour, 6 jours par semaine. On est toujours à 6 jours par semaine, donc 48 heures. Le Front populaire en 1936, c'est 8 heures par jour, 5 jours par semaine, plus de semaines de congés payés, les premiers congés payés avec le Front populaire. Ensuite, les semaines de vacances, le nombre d'heures de travail va se stabiliser. En revanche, le nombre de jours de vacances va augmenter. En 56, c'est 3 semaines. En 69, c'est la 4e semaine. En 82, c'est la 5e semaine et le passage aux 39 heures avec François Mitterrand. Et en 98, la fameuse loi Aubry qui nous fait passer à 35 heures. Et aujourd'hui, on se dit finalement 5 jours, 4 jours, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une avancée? On a l'impression finalement que c'est tout à fait naturel d'évoluer.
les transformations, les changements sont en train de s'accélérer. Dernièrement, Gabriel Attal a fait une sortie sur le sujet. Est-ce que tu peux nous dire ce qui cristallise finalement c'est le fait que le sujet revient sur le débat, revient sur la table aujourd'hui? Alors, moi, je pense qu'effectivement, quand Gabriel Attal annonce dans son discours général, je souhaite que mes administrations passent à la semaine en 4 jours et non pas 2-4 jours, il apporte la nuance qui consiste à dire qu'on peut tout à fait travailler en 4 jours en respectant la durée hebdomadaire que l'on connaît, à savoir 35 heures par semaine. Et on voit que beaucoup d'études nous démontrent que c'est possible. Donc, il y a tout un débat là-dessus. Je pense que la semaine de 4 jours répond peut-être davantage à une aspiration des Français aujourd'hui qui consiste à trouver un meilleur équilibre de vie. On le voit aujourd'hui, hein, on a des sondages qui nous disent que, eh bien, il y a quelques années, on accordait plus d'importance à l'argent qu'au loisir, et on voit que ça s'est inversé, notamment depuis peut-être la crise Covid-19. Et la différence fondamentale qu'il y a, on est en train de vivre, de mon point de vue, la semaine de 4 jours, ce qu'on a vécu aux États-Unis en 1926 avec la semaine de 5 jours. Donc, qui peut surprendre un petit peu tout le monde. Et la semaine de 4 jours, contrairement à la réduction du temps de travail hebdomadaire, c'est tout simplement négocier un nouveau contrat social en offrant la possibilité aux salariés, à condition que la productivité soit maintenue, et ça on va le voir dans les échanges, de finalement travailler 50%, la moitié du temps de sa vie par an. Donc 182 jours de travail par an, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on travaille à peu près 63% de l'année en termes de jours. Alors, il y a des initiatives qui ont déjà été menées dans un certain nombre de pays, en 2015 en Islande, en 2018 au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, au Royaume-Uni en 2022, en Belgique aussi en 2022. Qu'est-ce qu'ont donné ces premiers tests? Est-ce que ça s'est généralisé? Est-ce qu'il y a eu un engouement populaire? Comment ça s'est passé dans ces pays qui ont déjà expérimenté? Alors, il y a 3 manières d'aborder la semaine de 4 jours. Vous avez des pays, comme tu l'as cité, comme l'Angleterre, l'Espagne, etc., qui l'ont abordé de manière expérimentale. Il y a un soutien du gouvernement qui a proposé à un certain nombre d'entreprises de le tester pour avoir des retours d'expérience. Les retours sont très positifs, hein. On voit notamment l'expérience en Espagne, qui a noté assez rapidement, en moins d'un an, 39% de diminution du stress, 71% de fatigue en moins, et une baisse de 65% de l'absentéisme et une augmentation de la productivité qui peut aller de 5 à 25%. Donc, on a beaucoup de pays qui s'engagent sur une approche par expérimentation à grande échelle. On a des pays qui essayent de légiférer comme la Belgique, mais on voit que ça ne marche pas bien et je peux développer les raisons pour lesquelles ça ne marche pas bien par la voie légale. Et puis, on a des pays comme la France où, en fait, ce sont des initiatives d'entreprise. Et donc, on commence de plus en plus à voir, là, par exemple, dernièrement, on a eu Lamborghini, on a Lidl, on a Corus dans le bâtiment. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans ce nouveau rythme de travail. Le facteur numéro 1, contrairement à ce qu'on a vécu dans les décennies précédentes, il faut savoir qu'avant, on a diminué le temps de travail pour 2 principales raisons: limiter et réduire la souffrance au travail et lutter contre le chômage. Là, le point de départ, et notamment c'est Laurent de la Clergerie qui l'a donné, c'est vraiment pour augmenter l'attractivité, parce que face à la pénurie de main-d'œuvre. Et on s'est rendu compte a posteriori des bénéfices que ça pouvait avoir. Donc, améliorer l'attractivité. Finalement, en quoi exactement est-ce que ça consiste que cette semaine de 4 jours? Est-ce que c'est un format imposé à l'ensemble de l'entreprise? Est-ce que c'est on fait comme on veut? Chacun prend c'est quoi quand on parle de cette semaine de 4 jours qui est un grand thème? Comment concrètement ça se met en place et qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises? Alors, comment concrètement ça se met en place? Il y a plusieurs étapes de mon point de vue, hein. La première étape, c'est d'acculturer les collaborateurs à ce qu'est la semaine de 4 jours et à ses bénéfices. Il y a plusieurs bénéfices, hein. Il y a un bénéfice au niveau du bien-être au travail, bien évidemment. Il y a un bénéfice au niveau de la productivité, c'est-à-dire que la première étape consiste à déjà présenter ce qu'est la semaine de 4 jours aux salariés, parce que on va voir, il y a beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de biais cognitifs qui nous font dire que ce n'est pas possible. Et ensuite, moi, ce que je suggère, c'est de sonder, c'est-à-dire de soumettre au sondage des salariés, leur dire, voilà, est-ce que vous avez envie d'y aller ou pas? On a des entreprises qui ont renoncé parce que le sondage, et je l'ai écrit dans le livre,
amenait à en fait 50% de salariés pour et 50% de salariés contre. Donc, on a tout de suite arrêté parce que on a vu que ça générait des conflits au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à la machine à café, ils se faisaient des petits noms d'oiseaux en disant « mais moi, j'en veux pas de ta semaine de 4 jours, moi, je préfère les RTT, etc. » Donc, Oui, puis des jeunes parents qui peuvent dire, bah moi j'accompagne mes enfants à l'école le matin, je vais les reprendre le soir, rallonger les horaires. Finalement, ça veut dire que je vais passer moins de temps avec mes enfants. Donc il y a des objections qui peuvent s'entendre. qui sont légitimes. On le voit d'ailleurs pour l'URSSAF Picardie, la principale. Alors, il y a deux choses qu'il faut Donc savoir. l'URSSAF Picardie, ils ont testé, hein, c'est ça? Ils ont testé, mais par contre, ils nous ont permis de bénéficier d'un retour d'expérience extrêmement précieux. C'est que si on veut s'engager sur la semaine, en ou 2, 4 jours, peu importe, il faut que ce soit de manière collective. Il ne faut pas que ce soit une disposition individuelle. Parce que, en fait, les bénéfices de la semaine de 4 jours, de mon point de vue, la semaine de 4 jours, c'est un projet d'innovation managériale. Que ça va légitimer le fait d'aborder un certain nombre de difficultés que l'on rencontre, qu'on peut difficilement aborder autrement. Par exemple, les irritants, les réunions qui saoulent tout le monde, les mails incessants, Roger qui vient te déranger dans ton bureau alors que tu es en train d'avoir un dossier super important, etc. Donc, avec la semaine de 4 jours, on peut traiter ça. Donc, le sondage, de près, les retours d'expérience que j'ai, on peut passer la semaine de 4 jours quand on a à peu près au moins 80% des salariés qui disent « nous, on veut y aller ». Par rapport à ce que tu évoquais, c'est vrai que dans la fonction publique, ils le proposent toujours comme étant une disposition individuelle, comme les RTT, comme d'autres choses. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir qu'ils ont déjà beaucoup d'avantages. Ils ont beaucoup de jours de repos, ils ont le télétravail. Et donc, ils vont peser tout ça en disant, est-ce que moi, j'y ai un intérêt? Et c'est vrai que les deux principes profonds qu'on a rencontrés à la CNAB et à l'URSSAF Picardie, c'est d'une part, je ne peux pas y aller parce que la durée va augmenter. Il faut savoir que si on est sur la base de 35 heures et qu'on reste à 35 heures, on va travailler 1h50 de plus par jour. Donc, la principale crainte, c'est la pénibilité. Et puis, la deuxième, c'est l'incompatibilité avec les responsabilités familiales, puisqu'on va allonger la durée horaire hebdomadaire. Je ne vais pas pouvoir aller chercher mes enfants à l'école, donc du coup, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de sonder les salariés pour voir s'ils veulent y aller ou pas. La deuxième étape que je suggère, c'est l'exploration. J'étais encore hier avec une entreprise où je leur dis, allez à la pêche à l'information, allez rencontrer des entreprises qui y sont déjà passées, parce que ça vous permettra d'avoir deux choses. Un, des informations, et au regard de ces informations, ça vous permettra de transposer par rapport à votre environnement, puisque on n'a aujourd'hui pas tous les secteurs d'activité qui sont passés à 4 jours, donc on le découvre au fur et à mesure. De manière après, et ça c'est une étape dont on ne parle pas beaucoup, mais moi que je suggère, c'est de mettre à l'épreuve la semaine de 4 jours. C'est partir du présupposé que ça n'a pas marché. Ça c'est pour contourner un biais cognitif qui est qu'on appelle le biais attentionnel, qui dit que si on trouve que c'est génial, on ne va pas voir les écueils. Et donc, à ce titre-là, il y a un exercice que je suggère qui est le pré-mortem, qui est utilisé par les forces spéciales, par Pixar et d'autres, qui est, voilà, vous avez voulu mettre en place la semaine de 4 jours, on est dans un an, on s'est complètement foiré, expliquez-moi pourquoi ça n'a pas marché et ce qu'on aurait dû faire pour que ça marche. Donc ça permet aux gens, ça permet à l'entreprise d'exprimer les doutes, les peurs, de manière à pouvoir les traiter. Et donc, on n'est pas dans une logique de « je vais te convaincre », on est dans une logique de co-construction. Ce qui suppose de passer d'une relation un peu parent-enfant, comme on l'a fait avec les 35 heures, parce que c'était une obligation, une relation adulte-adulte, où chacun va donner un peu de ses idées, de ses énergies, pour pouvoir trouver des solutions. Et l'idée, c'est plutôt de faire mieux que moins. C'est-à-dire qu'on peut travailler encore mieux avec le même nombre d'heures, voire paradoxalement en se reposant un peu plus, puisqu'on a des études qui nous disent que le taux de productivité optimal pour une journée de travail, c'est 47 minutes de travail et 17 minutes de repos. Il faut savoir que le cerveau, il est paresseux et qu'il n'aime pas fournir beaucoup. Donc, c'est de trouver ces rythmes-là. Alors, bien évidemment, il faut être prudent parce que ça dépend des secteurs d'activité. Quand on est en 3-8, en travail posté, on est en train justement de voir comment on peut trouver des solutions, mais moi, je pense qu'on peut en trouver. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, l'idée, c'est de cadrer. C'est la quatrième étape, c'est le cadrage. Le cadrage, c'est définir les modalités d'expérimentation. Par exemple, est-ce que tout le monde est-ce qu'on va fermer un jour pour tout le monde? Est-ce que c'est par roulement? Est-ce que tout le monde est concerné, etc. Donc, on définit tout ça. Et puis après, la cinquième étape, c'est surtout de s'engager, et d'ailleurs, Gabriel Attal a dit, en mode test and learn, en expérimentant.
en se basant notamment sur des KPI, des indicateurs. Par exemple, moi, je suggère de définir des indicateurs avant le passage aux 4 jours dans un certain nombre de domaines, hein, la qualité de vie, la productivité, la satisfaction client, etc., de manière à la suivre pendant la phase d'expérimentation. Et une fois qu'on a expérimenté, ben, on revient vers l'entreprise. D'ailleurs, ça veut dire que pour moi, on n'est pas obligé de passer toute l'entreprise à 4 jours. On peut très bien se dire, ben, pendant 6 mois, on a trois entités qui vont l'expérimenter et ensuite on restituera. C'est ce qu'a fait Acorus, donc son 1600 salariés. Acorus l'a déjà expérimenté avec son centre de Nantes. Et ensuite, moi, j'ai fait un petit séminaire avec eux, avec tous les autres patrons de BU, pour leur montrer un peu les retours d'expérience et avoir un échange. Parce que la principale difficulté de la semaine de 4 jours, c'est j'y crois pas. C'est pas que je veux pas. Il y a déjà est-ce que je veux ou pas, hein, et on va le voir. Et c'est pour ça que le sondage est intéressant. Et après, c'est surtout j'y crois pas. J'y crois pas parce que ça fait des siècles que, enfin, tu le disais tout à l'heure en préambule, le cadre de référence, c'est la semaine et le nombre d'heures par semaine. Donc tout ça demande à être complètement repensé. Alors si on peut faire un pas en arrière et peut-être rebalayer les différents bénéfices, hein, parce qu'il y a des bénéfices pour les salariés qu'on peut imaginer, des bénéfices pour l'entreprise et puis également des bénéfices pour l'environnement. Est-ce que tu peux revenir sur ces 3 types de bénéfices de cette semaine de 4 jours ou en 4 jours? Oui, c'est vrai que le principal bénéfice de la semaine de 4 jours, c'est une meilleure adéquation avec l'évolution du rapport au travail. La question qui se pose, c'est pourquoi on travaille? Est-ce qu'on travaille par obligation? Est-ce qu'on travaille pour le plaisir? Donc, moi, j'ai écrit un ouvrage sur le plaisir au travail, mais bon, tout le monde n'a pas forcément cette idée-là. Donc, en termes de bénéfices, je dirais qu'il y a 5 principaux bénéfices. Le premier, c'est bien évidemment, on l'a noté, l'amélioration du bien-être. Avec les chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure, on voit que bah, voilà, il y a plus de temps de repos, et donc il y a moins de cortisol, il y a moins d'adrénaline. Donc, du coup, le corps se repose mieux. Après, il y a un bénéfice qui me semble quand même très, très important, c'est l'amélioration de la productivité. Par exemple, et d'ailleurs, ce qui était le début de ma réflexion quand j'ai voulu écrire le livre, c'est que je ne comprenais pas pourquoi on pouvait à la fois améliorer le bien-être et améliorer la productivité en travaillant d'une certaine manière moins longtemps. Donc pour moi, ça n'allait pas dans mon cadre de référence. Donc on voit que par exemple, Carapresse, qui fabrique du caramel, a augmenté sa productivité la première année de 25%. Microsoft au Japon nous dit avoir augmenté sa productivité de 40%. Donc ça, c'est important. Après, il y a aussi l'effet sur l'environnement, la réduction de l'empreinte carbone. Il y a une étude en Angleterre qui dit que si toutes les entreprises anglaises adoptaient la semaine de 4 jours, d'ici 2025, ils auraient réduit leur empreinte carbone de 21%. Donc ça me semble intéressant. Et puis, si on va un petit peu Alors plus est-ce que loin, tu peux détailler en quoi est-ce que la semaine de 4 jours permet de réduire l'empreinte carbone? bah, écoute, si je ferme toute une journée, eh bien, je consommerai moins d'énergie, j'utiliserai moins de voiture. Enfin, il y a toutes ces petites habitudes de vie qui seront réduites, donc c'est statistique, hein. Et on a autre chose aussi intéressante, c'est une petite société qui s'appelle CJ Conditionnement, donc ils sont une quinzaine, hein, qui ont décidé de fermer le vendredi, ont économisé 5 000 € d'énergie. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, et là on va sur le partage de la valeur qui me semble intéressant parce que aujourd'hui, on a quand même la moitié des Français qui considèrent qu'ils ont tendance à donner plus et à recevoir moins. Eh bien, CJ Conditionnement a transformé ces 5 000 € de gains de consommation d'énergie en prime qu'il a reversé aux collaborateurs. Et ce dont on ne parle plus aussi, mais qui me semble aussi intéressant, c'est que si vous travaillez moins de jours par an, parce que la semaine de 4 jours, le vrai sujet, ce n'est pas les 4 jours, c'est je travaille 47 jours en moins par an en ayant le même salaire. Donc, et c'est ça qui est intéressant. Donc, ça voudrait dire que, paradoxalement, certains prônent une augmentation de la pénibilité, mais si je travaille 47 jours de moins par an, je serai moins fatigué et on peut partir du présupposé que, du coup, j'aborderai l'âge de la retraite dans de meilleures conditions, parce qu'on a vu l'année dernière qu'il avait augmenté. Donc, voilà. Juste pour préciser, dans la semaine en 4 jours, il y a de 35 heures, donc il y a plus de RTT, hein, on est d'accord? Alors, il y a des parties pris. Il n'y a plus de RTT, c'est-à-dire qu'on supprime les RTT et on réduit considérablement le nombre de jours de télétravail. Ce qui est intéressant et ce qui me semble plus juste. Alors, je sais que ceux qui télétravaillent ne sont pas contents quand je dis ça, mais quand on y réfléchit, les salariés, seuls 36% des salariés bénéficient du télétravail.
Donc ça, c'est un chiffre de la DARES d'avril 2022. Et 24% des actifs bénéficient de RTT. Avec les 4 jours, on pourrait imaginer que 80% des salariés en bénéficient. Donc, cela me semble un peu plus juste et équitable. Oui, parce qu'une objection qui vient tout de suite en tête, c'est de dire il y a déjà un fossé qui se creuse entre des collaborateurs col blanc qui peuvent faire, dont le métier permet le télétravail, et puis tous les travailleurs qui sont au service des clients, dans les magasins, dans les usines, à la production, qui eux, leur métier ne permet pas le télétravail. Si en plus on ajoute à ça des salariés qui sont face aux clients et donc ne peuvent pas faire une semaine de 4 jours, donc est-ce que ça risque pas de créer encore plus un fossé encore plus important entre ces populations col blanc et ces populations qui sont plus proches du terrain ou des outils de production? Moi, je pense que si on veut passer la semaine de 4 jours, le conseil que je donne, et c'est le retour d'expérience, tout le monde doit y passer. Cadre dirigeant, cadre intermédiaire compris. Ce qui réinterroge sur le rôle du cadre. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de cadres qui me disent j'en peux plus, je travaille 12 heures par jour. Pour moi, pas normal. Donc, le fait de. Alors, après, on est sur le contrat, on est sur le forfait jour avec l'interruption de 11 heures par jour. Mais l'idée, c'est de dire, et c'est pour ça qu'il faut l'aborder de manière collective, si tout le monde s'y met, on va ensemble trouver des solutions pour travailler mieux. L'idée, c'est pas de travailler, et peut-être pour certaines catégories socio-professionnelles, de travailler moins. Si par exemple, je passe mon temps en réunion, eh bien, avec la semaine de 4 jours, je vais remettre en question la réunion, et je crois qu'il y a eu aussi un événement là sur ce sujet-là. Pareil, tout à l'heure, tu parlais de l'IA. Il y a eu un rapport il n'y a pas longtemps qui est sorti qui dit que si on utilise l'intelligence artificielle, ça pourrait nous faire gagner 6 heures par semaine. Donc, quand on bénéficie de toutes ces technologies, le digital, l'IA, ChatGPT, etc., alors ça dépend des métiers, bien évidemment, on se rend compte que, en fait, on peut totalement travailler mieux, c'est-à-dire s'accorder des temps de repos dans la journée, tout en ayant un taux de productivité qui augmente. Et c'est ça qui est intéressant. Ok. Une autre objection, c'est sur la flexibilité des sommes, enfin des heures travaillées. Euh, Quand on est sur 5 jours et que on travaille 8 heures par jour, finalement, travailler de 9 heures à 19 heures à peu près, hein, avec 1 heure et demie de pause repas et puis 15 minutes de pause le matin, 15 minutes de pause l'après-midi, du 9 heures à 19 heures, ça veut dire que s'il y a un projet client important, s'il y a un lancement de produit, on a un peu de marge pour aller travailler jusqu'à 19h30, 20h. Si on a tout condensé, finalement, il n'y a plus de place pour les heures supplémentaires parce que la journée, elle est déjà très chargée et revenir un jour où on s'est organisé pour ne pas être au travail parce que tous les vendredis, par exemple, l'entreprise est fermée, ça devient finalement une barrière quasiment infranchissable. Donc, qu'est-ce qu'on perd pas en agilité et en flexibilité, notamment sur des heures, alors pour des cadres, des heures d'effort en plus, et puis pour des non-cadres, des heures supplémentaires? C'est très paradoxal parce qu'en fait, on gagne en agilité parce qu'on va reconsidérer le travail. On va repenser la manière de travailler. On va essayer de trouver des solutions pour optimiser le temps de travail de manière à ce que ça tienne en 4 jours. Parce que la cerise sur le gâteau et ce qui prime par-dessus tout, c'est vraiment ce jour de repos supplémentaire. L'exemple, on pourrait voir un exemple. Si on prend par exemple le mois de mai de cette année, le mois de mai de cette année était assez particulier parce qu'il y a eu, je crois, 3 week-ends de 3 ponts de 3 jours. Donc, le travail, c'est quand même fait. Ça, on le modélise tout au long de l'année. Donc, forcément, on va se poser des questions sur comment optimiser tout ça. Moi, je l'ai vu, par exemple, si on prend une chaîne d'hôtellerie qui est le PAM à l'île de la Réunion, il a passé tout son personnel de cuisine, les cuisiniers, à 10 heures par jour, donc à 4 jours. Avant, ils travaillaient 10 heures parce que le métier le nécessitait. Mais par contre, ils étaient payés 8 heures par jour et ils avaient 2 heures par jour en heures supplémentaires. Donc, c'est vrai, ils ont perdu ces heures supplémentaires, mais ça a permis en contrepartie de compenser cette dépense-là en emploi, en embauche. Et donc, c'est juste la question qui doit se poser, c'est un choix de vie. C'est-à-dire que si on est très centré sur l'argent et le pouvoir d'achat, on peut considérer que cette formule ne nous convient pas. Mais si on veut être à l'équilibre, c'est-à-dire avoir un temps de vie avec un bon équilibre, et on l'a vu il n'y a pas longtemps, il y a un sondage qui est sorti
d'Ipsos qui dit que la valeur travail est aujourd'hui à 21% chez les Français, alors qu'elle était à 60% en 1993. Donc, on voit bien que le travail n'est plus… aujourd'hui, avant, si on ne travaillait pas beaucoup, c'est qu'on n'avait pas de valeur. Aujourd'hui, si on travaille beaucoup, c'est qu'on ne sait pas s'organiser et qu'on n'a pas de vie. Donc, et c'est ça qu'on essaye de faire avec la semaine de 4 jours, c'est permettre aux personnes qui le souhaitent de trouver un bon équilibre. La difficulté, c'est qu'on est dans un monde où on est extrêmement entré dans l'individualisation de la relation. C'est-à-dire qu'on a laissé aux salariés, RTT, télétravail, le choix de définir quand ils voulaient aménager leur temps. Là, on revient à l'équilibre, on renoue avec le collectif, on réduit cette marche d'individualisation pour renouer avec la collaboration, la cohésion d'équipe, etc., ce qu'on a un petit peu perdu ces dernières années de mon point de vue. Et donc, par exemple, le télétravail, dans les entreprises qui ont mis en place cette semaine de 4 jours, il est limité. Aujourd'hui, il y a un équilibre qui se trouve, qui est quasiment général. 2 jours de télétravail, 3 jours de présence en entreprise. Dans les entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours, quel est le nouvel équilibre de télétravail que tu observes? C'est 1 jour par semaine maximum. D'accord. Donc ça correspond finalement à l'équilibre antérieur, c'est j'ai 2 jours à la maison et puis 3 Voilà. jours en entreprise, quoi. Je ne perds pas de jours collectifs. Non, mais au lieu de culpabiliser parce que j'ai un rendez-vous chez le médecin alors que je suis censé travailler, et bien là, je vais prendre mon jour qui m'est octroyé, aller chez le médecin tranquillement, m'occuper de mes enfants, jouer au golf. Je ne culpabiliserai pas, alors que quand je suis en télétravail, normalement, je culpabilise parce que je suis censé travailler. Donc, la différence, elle est vraiment là. Et c'est aussi d'obliger à un jour sur site pour tous les collaborateurs. C'est-à-dire que, parce que la difficulté, c'est est-ce que ça ne va pas avoir des effets contraires, à savoir augmenter l'individualisme. Ce n'est pas le but de la semaine de 4 jours, c'est tout le contraire. Donc, c'est à la fois dire, il y a un jour où tout le monde sera sur site, peut-être le mardi ou le jeudi, par exemple. Et puis, après, vous allez jongler au regard de l'activité avec d'autres jours. Donc, un jour de repos supplémentaire par semaine, et puis éventuellement un jour de télétravail par semaine. Mais tout ceci devant être co-construit, en fait. Alors qu'aujourd'hui, je note que dans les entreprises, notamment dans les grandes entreprises, c'est un peu à la demande. On est un peu à la carte. Enfin, et là, l'idée, c'est de revenir un peu au menu. Donc, c'est ça qui me semble intéressant. Alors dans ton ouvrage qui est très bien fait, tu as toute une section sur les objections. Et peut-être qu'on peut en balayer une ou deux. On en a déjà balayé quelques-unes. Alors attends, je reprends cette liste qui est très bien faite. On doit servir les clients et les clients sont là tous les jours de la semaine. Tu dis que ça doit être collectif ou ne pas être, mais il y a quand même des métiers qui ne vont pas être adaptés à la semaine de 4 jours. Là, oui, j'ai consacré une rubrique que j'ai appelée Oui mais parce que j'ai lu il y a un livre qui m'a vraiment marqué, c'est les salariés d'abord, les clients ensuite, de Vinette Nayar. Et à chaque fois, il disait que dès que je voulais proposer quelque chose, une démocratisation de la relation, mes cadres étaient d'accord, mais ils disaient toujours oui, mais. Oui, mais. Alors quand on dit oui, mais, ça veut dire non, en fait. Hein. Et donc, et c'est pour ça que j'ai consacré toute une liste là-dessus, sur toutes les objections que je pouvais rencontrer et qui m'étaient formulées. Et j'ai oublié, du coup, ta question. La question, c'est, il y a des métiers, par exemple, quand on est face à des clients, les clients, ils sont là les 5 jours par semaine. On doit répondre, nous, on est les chefs de projet, par exemple, qui travaillent avec nos clients et les clients, ils utilisent les produits incentives tous les jours et donc il y a besoin de répondre à leurs sollicitations quand ils en ont une. Donc, on ne peut pas se permettre de fermer le vendredi, par exemple. Non, alors ça, c'est le point de départ. Hein. Par exemple, vous prenez LDLC. Leur point de départ, c'était le maintien de la continuité de service. Donc, qu'est-ce que vous me proposez, vous, équipe? Et donc, je vous fais confiance parce que vous êtes les mieux placés pour nous trouver des solutions. Et bien, du coup, ils ont défini des modalités de prise de repos. Hein. Ça veut dire qu'ils se mettent en binôme. Donc, ils ont eu aussi la création de binômes pour qu'on puisse avoir un maintien que plusieurs personnes possèdent les mêmes compétences pour pouvoir répondre si jamais il y en a un qui est en jour de repos. Donc, ça veut dire que ça va développer aussi la polyvalence.
qu'on avait un petit peu mis de côté. Moi, j'ai connu la polyvalence dans les années 90. J'avais même connu les équipes volantes. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aborder la semaine de 4 jours avec des conditions. Et une des conditions sera, par exemple, le maintien de la continuité de service. Donc, quelle est l'organisation que nous pouvons mettre en place pour que le client, finalement, ne s'aperçoive pas du tout qu'on est à 4 jours. Et on a des binômes, on a un renforcement au niveau des compétences. Moi, je pense que beaucoup d'entreprises ont aussi formé leurs collaborateurs, et ça, j'invite à le faire pour la fonction publique, au lean management, à l'intelligence collective, aux méthodes agiles, pour justement trouver d'autres manières de maintenir l'organisation et de garantir la qualité de service au niveau des clients. Je suis une entreprise, une ESN, entreprise de services numériques. Je facture mes clients à la journée. J'ai des jours de consultants et je facture mes clients à la journée. Ça veut dire que je vais facturer là un jour en moins à mes clients chaque semaine? Alors ça, c'était aussi une objection qui était faite, qui est intéressante, parce que la facture à la journée, c'est un critère. En fait, le client, c'est un critère de négociation commerciale. Le client, il ne voit pas combien de temps vous travaillez. Donc, on a deux options. Soit on dit, bon, bah, de toute façon, tout ça, ça ne change rien. Moi, s'il travaille 4 jours plus longtemps dans la journée et je vous facture 5 jours, ça ne change rien pour vous parce que ça sera le volume horaire sera respecté. Soit on augmente et on dit, voilà, nous, on travaille plus sur 5 jours, donc on va être sur 4 jours, donc on va facturer moins de jours, mais par contre, on va augmenter de 25% nos tarifs de la journée. Donc, tout ça, c'est à négocier avec le client. Et les retours d'expérience que nous avons sont assez intéressants parce que les clients qui payent en jour homme comprennent parfaitement. Et on a même un effet qui se coule, c'est que les clients qui payent sont d'autant plus favorables à le payer qu'en face, ils ont un fournisseur qui a entrepris une démarche éco-responsable, de bien-être, etc. Donc on voit qu'ils y consentent assez facilement. Et c'est là où on voit qu'on a des repères, en fait, on a des habitudes qu'il faut remettre en question. Et c'est un peu ce que j'avais essayé de faire en traitant la réponse, oui, mais logiquement. Et c'est pour ça qu'aborder la semaine de 15 jours ne peut pas s'aborder dans une logique cartésienne, elle doit s'aborder dans une logique systémique. Autre objection qui peut venir des collaborateurs, là, ok, c'est peut-être un avantage, mais ça va être un moyen pour le patronat de geler les salaires. Ça, on a entendu beaucoup ça. Non, parce que quand on négocie les accords sur la semaine de 4 jours, on intègre aussi dans l'accord le fait que ça n'aura pas d'impact sur les évolutions salariales. Et ça fait partie des peurs. Vous savez, moi, j'ai côtoyé certaines organisations syndicales dans certains médias. Il faut savoir quelque chose, c'est que les organisations syndicales ne sont pas très fans de la semaine de 4 jours. Ils ne sont pas contre, elles ne sont pas contre. Mais par contre, leur combat, c'est la diminution du temps de travail. Donc, c'est les 32 heures ou les 28 heures. Or, on voit bien que les bénéfices entre travailler 4 jours, mettons 35 heures, et travailler 5 jours, 32 heures, paradoxalement, vaut mieux travailler 4 jours, 35 heures que 5 jours, 32 heures. Parce que si vous travaillez 5 jours, 32 heures, bah, vous avez tous les petits tracas du quotidien qui demeurent. Vous avez du stress. Le temps de trajet, temps de trajet, tout ça. Donc, ça a beaucoup moins d'impact sur le bien-être. C'est ça que j'ai du mal à comprendre de la part de certaines organisations syndicales, c'est de ne pas avoir. Bien évidemment, idéalement pour eux, et d'ailleurs c'est le combat, et c'est pour ça que Gabriel Attal a dit, c'est pas là-dessus qu'on va, c'est travailler 4 jours avec moins d'heures par semaine. Donc ça, ce sont des prises de position de chacune des entreprises. Chaque entreprise fait comme elle le veut bien. Hein. Par rapport au salaire, on leur dit que de toute manière, pour l'instant, le salaire, il est maintenu. Donc, si on aborde la semaine de 4 jours, il y a quelque chose qui me semble intéressant, c'est en profiter pour passer d'une logique du respect de la règle à une logique de l'atteinte des résultats. Parce que la rémunération, c'est une reconnaissance de la création de valeur et elle doit être basée non pas sur le nombre d'heures, mais sur la création de valeur de l'entreprise. Donc, ça veut dire ça, c'est pas facile dans tous les métiers. Il y a des métiers où on peut très bien mesurer la valeur créée, comme dans les métiers commerciaux. Il y a d'autres métiers où la création de valeur est plus difficile à mesurer individuellement. Dernière objection que tu traites, qu'est-ce qu'on fait des salariés qui ne veulent pas travailler 4 jours par semaine? Alors, ça c'est très compliqué. Hein. C'est un peu, on retrouve le même schéma que j'ai vu concernant les entreprises libérées. Lors de l'entreprise libérée, il y a des personnes qui ne voulaient pas de responsabilité. Ça se comprend, hein, j'ai la responsabilité, effectivement, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un sondage en début.
C'est-à-dire que si aujourd'hui 80% des salariés disent nous on veut adopter la semaine de 4 jours et que j'en ai mettons 15% qui disent nous on veut pas, se pose alors la question parce que moi ce qui me semble important c'est d'être ferme là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des modes d'organisation à plusieurs vitesses. Donc, et il y a des récents sondages qui disent que 77% des Français seraient pour, là ça vient de sortir au mois de février 2024, pour la semaine de 4 jours avec un maintien de la durée, 83% chez les 25-34 ans. Donc, la question doit être posée dès le début en disant on fait quoi avec les personnes qui ne veulent pas? Eh bien, c'est sur sur ces mots qu'on va conclure notre entretien. On pose toujours la même question à tous nos intervenantes dans ces masterclass. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement, Francis? Ah oui, alors, c'est je crois que c'est une, alors je ne l'ai pas en tête à changer, mais c'est une pensée un peu stoïcienne, c'est-à-dire que ça a été attribué à Marc Aurèle, mais en fait, c'est pas totalement lui, c'est d'arriver à faire la part des choses entre ce sur quoi agir, ce sur quoi je peux agir et ce sur quoi je ne peux pas agir, et de faire la part des choses entre les deux. C'est-à-dire que c'est un peu à ça que j'ai été confronté toute ma vie. Ça ne sert à rien de lutter contre quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir d'action. Mieux vaut se concentrer sur sa zone de pouvoir d'action, et c'est une maxime que je trouve assez intéressante dans mon quotidien. Seigneur, donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées, le courage de changer celles qui peuvent l'être, et la sagesse de les distinguer l'une de l'autre. Voilà. Très belle citation. Bien sûr, pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous précipiter à la FNAC pour acheter La semaine de 4 jours, un guide très détaillé, très concret pour mettre en place, aborder les objections, discuter, échanger avec vos équipes pour savoir si c'est une bonne chose ou pas pour votre organisation. 2 ouvrages, l'un publié en 2020 sur 50 pratiques managériales innovantes. C'est un recueil absolument passionnant de trucs et astuces issus des meilleures pratiques managériales. Et puis le plaisir au travail du savoir-faire à l'aimer faire, publié en 2018. Un ouvrage que tu recommandais également tout à l'heure de Vinette Nayar, qu'on cite régulièrement dans ses masterclass, Les employés d'abord, les clients ensuite, publié en 2011, Comment renverser les règles du management. La vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pink, là aussi un grand best-seller qu'on cite régulièrement dans les masterclass. Et puis le dernier, Le Prince de Machiavel. Pourquoi Le Prince de Machiavel? Parce que je trouve qu'il est riche d'enseignements. La difficulté, c'est qu'on on a un regard qui est pas très beau sur Machiavel, alors que Machiavel était un ambassadeur italien et en fait, il voulait juste faire bénéficier des Médicis de son expérience, de tout ce qu'il avait vu. Et Machiavel, il essayait vraiment de livrer un peu tout ce qu'il avait vécu avec, je pense qu'en tant que manager, il faut à la fois être, ce que disait Machiavel, mais il faut à la fois être aimé, à la fois être craint. Donc, je suis toujours sur cette notion d'équilibre, de juste équilibre, et je trouve que Machiavel, en tout cas, m'a beaucoup apporté moi quand j'avais 20 ans, parce que ça m'a permis, dans des institutions dans lesquelles j'ai évolué, qui étaient extrêmement politiques, de trouver, d'être en phase avec mes valeurs. Et paradoxalement, Machiavel ne délivre pas des conseils tels qu'on peut l'imaginer, et je trouvais intéressant de le citer parmi ces trois-là. Et donc on va relire avec attention le prince de Nicolas Machiavel. Un grand merci pour ta présence avec nous aujourd'hui. Si vous devez partir avant de prendre les questions, on vous retrouve la semaine prochaine avec Thibaut Renouf, Thibaut Renouf qui est un entrepreneur à succès qui va nous parler de la croissance extraordinaire et de son dernier ouvrage Start to Scale, donc du début à la croissance à l'échelle. Voilà un témoignage incroyable d'un entrepreneur fabuleux. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette prochaine masterclass. Et si tu as encore quelques minutes avec nous, Francis, je serais ravi de te garder pour qu'on réponde aux questions de nos auditeurs. Est-ce que, Jules, on a quelques questions de nos auditeurs aujourd'hui? Oui, j'ai Mustapha qui demande de plus, la semaine de 4 jours ne risque-t-elle pas d'encourager plus de délocalisation vers des pays où la main-d'œuvre qualifiée pour des métiers comme la comptabilité ou des call centers, par exemple, serait importante? Alors, c'est une question qui est nouvelle, donc je vais juste, je n'ai pas une réponse à 100%, hein, mais
J'étais il n'y a pas longtemps au Maroc, justement un peu sur ce sujet, et ils me disent, t'es mignon, la semaine de 4 jours, c'est pas notre sujet, nous on travaille déjà 42 heures. Donc on ne peut pas mettre 42 heures sur 4 jours, ça ne marche pas, parce que la loi est complètement différente. Donc je ne suis pas convaincu que ce soit l'occasion d'une délocalisation, mais après on n'a pas assez de recul pour pouvoir se le dire. J'ai Noé qui demande, je suis directeur dans des magasins retail et nous devons ouvrir le samedi justement. Comment organiser les emplois du temps des différents collaborateurs? C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire d'organiser des groupes de travail avec les équipes et leur demander de trouver des solutions pour que ça passe et que ce soit. Je dis hier, pas plus tard qu'avec une grande enseigne de grande distribution, on était sur cette même problématique sur la logistique, la supply chain. Il faut que ça tourne 7 sur 7 et il y a des solutions. Il y a des solutions, il faut juste donner la parole aux collaborateurs pour qu'ils trouvent ces solutions et les expérimentent. J'ai Maxime qui demande, je travaille dans la cybersécurité et souvent on a des urgences. Comment s'organiser pour y répondre le vendredi? Parce qu'elle demande justement des compétences spécifiques. C'est là où on évoquait cette histoire de polyvalence. Ça me semble important. Si le point de départ, c'est nous devons garantir la même qualité de service, de quoi avons-nous besoin pour, eh bien, peut-être qu'on se rend compte. Moi si j'étais DRH d'une boîte, je leur dirais, c'est peut-être l'occasion, la semaine de 4 jours, de développer la polyvalence, votre employabilité, et du coup, après, vous pourrez vous revendre dans de meilleures conditions sur le marché. J'ai Eric qui demande quelles règles à mettre en place si on laisse le choix à chaque collaborateur du jour off d'une semaine sur l'autre. Alors, il ne faut justement pas laisser le choix, comme on le fait pour le RTT, il faut que ce soit une décision collective. Donc, c'est aux collaborateurs, en fonction de leurs équipes, de s'entendre entre eux sur le choix qu'ils décident. Il y a plusieurs manières de faire. Dans la restauration, par exemple, on essaie quelque chose d'imposé. Il y a un restaurant comme ça, étoilé, qui le fait, qui dit ça va être par roulement. Chaque semaine, ça va être un jour différent. Chez LDLC, ils disent je vous mets en binôme, ça sera à vous de choisir. Quels sont les deux? Il y en a un qui va choisir son jour et l'autre qui va choisir son jour aussi. Et c'est à vous d'accepter le choix de l'autre aussi. Et on révisera ça tous les 6 mois, tous les ans. Donc, ça va vraiment être variable selon les entreprises et les collaborateurs. J'ai Mélissa qui demande, les collaborateurs craignent parfois des journées trop extensibles. Qu'est-ce que vous pensez d'une semaine en 4,5 jours? Moi, ça existe déjà. Et mais on perd un peu les bénéfices d'une certaine manière. Parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est le repos de la journée. Le fait qu'on produise moins de cortisol, qu'on soit moins stressé, qu'on prenne davantage soin de nous. On voit que selon les catégories professionnelles, les CSP+, elles vont être sur le loisir. Les CSP- vont être plutôt sur le quotidien. Donc, je trouve que 4 jours et demi, d'ailleurs, la semaine de 4 jours, c'est vieux comme le monde, hein, c'est pas nouveau, il y a le temps partiel. Et puis, il y avait la loi de Robien, on n'a pas développé. Donc, moi, je pense qu'il faut plutôt aller sur une journée franche de repos plutôt que sur une demi-journée, mais ce n'est que mon point de vue. J'ai Michel qui demande comment s'articule la semaine de 4 jours avec le forfait jour. Alors, ça c'est pour ça qu'il faut tout remettre à zéro. On a eu encore une discussion hier. Hein. Le forfait jour, il y en a plus d'une certaine manière, puisque on va le remplacer, c'est un peu comme les RTT. On va les remplacer par 47 jours. Donc, on va remplacer les RTT par des 47 jours. Et forfait jour, c'est aussi de dire tu peux travailler jusqu'à 13 heures par jour, puisque l'obligation, c'est un repos compétitif de 11 heures. C'est de dire la semaine de 4 jours, c'est aussi l'opportunité de réduire ton temps de travail. Il n'y a pas de raison que tu travailles plus. Et la plupart des contrats de travail sont des contrats forfaitaires. Donc, on est vraiment dans cette dynamique d'optimisation avec vraiment la logique de travailler mieux plus que de travailler moins, en fait. Francis Boyer, la semaine de 4 jours sans perte de salaire, ça marche. Merci de ton témoignage, de ces exemples très concrets que tu nous as donnés et de ces guides finalement pour avancer pas à pas dans une réflexion collective sur est-ce que c'est fait pour mon entreprise ou pas. Merci de ton témoignage. Je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine avec Thibaut Renouf, le fondateur de Partout, qui va nous donner les clés d'une croissance extraordinaire et du succès de son entreprise. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, bonne journée. Merci pour les questions.